Je commence par une image qui nous éloigne un petit peu de ce dont vient nous parler de Valérie Toureille, mais qui, je crois, résume tout à fait le propos d'aujourd'hui, puisque c'est une vitrine du Bundeswehr Museum à Dresde, qui est une vitrine qui évoque justement le cavalier, c'est une image de cavalier, parce que vous voyez que le cheval a complètement disparu, tirant au pistolet contre un mousquetaire. Vous avez même la balle qui vole quelque part là. La balle du mousquet, vous voyez, ils sont allés dans une précision. Bon, je trouve que c'est un résumé de ce que va devenir finalement l'exercice de la guerre à cheval, donc à l'époque moderne, mais on en reparlera tout à l'heure. Alors, malgré ce désastre dont vous venez d'entendre le commentaire et les conséquences, évidemment, la guerre à cheval ne disparaît pas à la fin du XVe et au XVIe siècle. Et même, on peut même dire que le prestige de la chevalerie ne s'éteint pas, puisque on a évidemment tous en tête les exploits des grands chevaliers et des compagnons d'un autre grand chevalier qui est François Ier, par exemple, dont j'aurai l'occasion de vous parler tout à l'heure, où cet imaginaire de la chevalerie équestre est encore extrêmement vif, bien que nous soyons déjà dans un contexte de guerre moderne. Les erreurs commises par les Français, d'ailleurs, ne vont pas forcément servir de leçon aux Français eux-mêmes, puisque après Azincourt, ils vont subir d'autres défaites importantes, donc au moment où s'intensifient les combats, donc entre le dauphin Charles et la couronne d'Angleterre, qui est maintenant maîtresse d'une grande partie nord du royaume de France, plus de la Guyenne. Et les Anglais eux-mêmes, d'ailleurs, ne vont pas forcément tirer la leçon des erreurs de leurs adversaires, puisque Valérie Toureille évoquait tout à l'heure la bataille de Castillon. La bataille de Castillon est une charge de cavalerie menée cette fois-ci par les Anglais contre des canons, avec un résultat qui est à peu près aussi désastreux d'ailleurs que la bataille d'Azincourt, la génération avant. Donc la permanence de la guerre à cheval reste un phénomène propre à cette époque, et c'est ce qu'évoque cette enluminure. Et il est d'ailleurs significatif que c'est à partir du milieu du XVe siècle qu'apparaissent les premières traces d'armure de chevaux. On commence à avoir vraiment la volonté de protéger le cheval à la guerre, ce qui veut dire que ce cheval est toujours dans l'actualité militaire, en quelque sorte. Là, vous avez la plus ancienne de ces armures de cheval connues, qui est conservée au musée de la ville de Vienne, qui est une armure des années 1450. Et cette protection équestre du cheval va s'intensifier et se perfectionner donc jusqu'au début du XVIe siècle. En revanche, la réadministration de l'armée que va devoir opérer Charles VII, et dont qui a déjà été un petit peu évoqué, va entraîner aussi une réévaluation de certains corps de cavaliers, c'est-à-dire que la petite armée que le futur Charles VII va essayer de mettre en place est une armée qui a une structure un peu différente de celle qu'avaient connue ses prédécesseurs, notamment son père Charles VI au moment d'Azincourt. C'est une armée qui n'est plus composée uniquement de chevaliers. La moitié des hommes d'armes, on les appelle plus chevaliers, on les appelle des hommes d'armes. Ça vous l'avez noté, le terme est assez significatif. Qu'a réussi à recruter le dauphin Charles ne sont pas forcément des Français, ce sont souvent des étrangers, des Écossais, des Espagnols, des Aragonais, des Italiens, qui se mettent au service donc de Charles VII, du futur Charles VII. Et ce sont également des hommes qui sont rémunérés, ça on vous l'a déjà dit, non pas en fonction de leur titre de noblesse, mais en fonction du service qu'ils vont accomplir à cheval. C'est-à-dire qu'un roturier peut très bien avoir un commandement, un rôle de capitaine par exemple, et recevoir une solde. C'est d'ailleurs à cette époque qu'on commence à utiliser le terme de soldat, soudoyer, comme on le dit au XVe siècle, donc une solde correspondant à son service effectif et non pas à son titre de noblesse. De fait, au sein même des troupes de Charles VII, vous avez également des corps d'autres types de cavaliers qui apparaissent. Vous avez des corps d'archers à cheval qui sont en France. Alors ces archers, en fait, en réalité, manient pour beaucoup d'entre eux l'arbalète, puisque l'arbalète reste l'arme privilégiée en France par rapport à l'arc qui est plutôt privilégié en Angleterre. Et en général, ces archers à cheval sont des hommes qui se déplacent à cheval, à qui on donne un cheval de bas prix, en général, puisque vous avez une très grande disparité entre le coût d'un grand cheval de guerre entraîné, exercé, soigneusement sélectionné pour la guerre à la lance,
le combat à la lance, qui est le combat évidemment du chevalier, et le bidet ou le sommier, qui est en fait le cheval de travail, le cheval de transport en quelque sorte, que va utiliser un archer et qu'il abandonne dès que le combat approche, c'est-à-dire que c'est un cheval qui va juste lui permettre de suivre le rythme des armées, mais évidemment il ne combat pas sur le dos de cet animal. Un exemple de ces archers à cheval, bon là j'ai choisi évidemment un exemple assez prestigieux. Vous avez par exemple les archers écossais qui servaient de garde du corps à Charles VII et qui sont les ancêtres en fait des gardes du corps qui vont constituer un des plus anciens corps de la maison du roi, qui étaient des archers, mais vous pouvez constater en regardant leur équipement qu'ils portent des éperons et donc ils suivent à cheval, évidemment, le souverain qui sont censés protéger et dont ils portent la livrée, donc cette livrée vert, blanche et rouge qui est celle de Charles VII. Voilà. Et ici, vous avez une représentation d'une bataille menée par les Français. Et vous voyez, donc, ce sont des soldats qui accompagnent le dauphin Louis, futur Louis XI, donc, dans ses expéditions contre les Suisses en 1444. Et vous voyez que les cavaliers sont en fait des arbalétriers à cheval. Alors, c'est une représentation suisse postérieure. Mais il est quand même assez notable que c'est, à mon sens, une des premières représentations où vous voyez des arbalétriers à cheval, donc un nouveau type de cavalier en quelque sorte, qui fait son apparition et qui commence à se répandre à une époque où le roi de France est en train de restructurer son armée. Alors cette expédition en Suisse, on va s'y arrêter parce qu'elle est très intéressante, car ça correspond aussi à l'évolution de la pratique de la guerre dont les cavaliers vont subir évidemment les conséquences un peu plus tard, puisque c'est la première fois que des Français vont être en contact avec les Suisses, vont être opposés aux Suisses. En fait, vous savez que les relations entre Louis XI et son père, enfin le futur Louis XI et son père Charles VII étaient assez exécrables. Et afin de se débarrasser de cet enfant un peu turbulent et ambitieux, Charles VII l'avait envoyé aider l'empereur dans une expédition contre les Suisses de certains cantons révoltés. Et donc le contingent donc d'écorcheurs que Louis XI amène jusqu'en Alsace pour se battre contre les Suisses donc découvre l'extraordinaire efficacité militaire de ces combattants, et c'est à l'origine du traité secret que Louis XI signera bien plus tard, donc avec un certain nombre de cantons helvétiques. À Saint-Jacques-de-la-Birse, donc, est cette bataille donc, au cours de laquelle les Français vont rencontrer pour la première fois les Suisses. C'est d'ailleurs sans doute la première fois que les Suisses vont utiliser cette méthode de combat qui va faire leur succès et qui va avoir d'énormes conséquences sur l'évolution de la guerre en Europe, qui est cette utilisation combinée de la pique et de la hallebarde, qui n'est pas une invention suisse, mais qui permet littéralement de clouer au sol les contingents de cavalerie, puisque en fait cette espèce de hérisson, si vous voulez, constitué par ces corps d'infanterie, oblige les cavaliers à s'arrêter, cavaliers qui deviennent très vulnérables donc au coup des hallebardes portées par les fantassins. Les Suisses n'avaient pas de cavalerie, puisque nous sommes dans un contexte d'un pays montagnard, d'un pays plutôt relativement pauvre. Et donc, ils ont développé des techniques de combat peu coûteux, avec des armes peu coûteuses, mais tout à fait efficaces donc, dans le contexte de cette époque. Et cet essor du coup de l'infanterie grâce aux méthodes importés par les Suisses, vont également être particulièrement illustrés lors des guerres de Bourgogne, puisque Louis XI va s'appuyer très habilement sur ses contingents suisses, donc pour obtenir en 3 ans la défaite de son grand rival Charles le Téméraire, qui dans les armées vont être littéralement écrasés, jusqu'à la mort d'ailleurs du Téméraire à Nancy, donc par les armées des cantons suisses. Louis XI lui-même va, tout en conservant une armée traditionnelle, c'est-à-dire une armée composée de cavaliers, d'hommes d'armes, qui constitue, si vous voulez, l'armature de ses troupes, eh bien, a à cœur de créer une infanterie équipée sur le modèle suisse. Bon, malheureusement, il ne mettra ça en place que peu de temps avant sa mort, et il n'aura pas le temps de voir naître une infanterie française, en quelque sorte, équipée à la Suisse, conformément à ses vœux. Et ses successeurs auront plutôt tendance à recourir à des mercenaires, suisses, mais également d'autres nations, notamment gascons, pour créer une infanterie française qui devient incontournable sur les champs de bataille. Même si la guerre reste un privilège aristocratique, cette infanterie devient incontournable sur les champs de bataille et devient le meilleur moyen, justement, de résister au choc psychologique ou physique, Valérie Touraille l'évoquait tout à l'heure, que représente toujours un cavalier armé, chargeant avec sa lance.
Là, vous voyez justement ces extraits des chroniques suisses où vous voyez les contingents bourguignons, donc opposés à ces féroces fantassins suisses, donc qui finalement ont eu raison de la puissance, on peut dire, de l'empire bourguignon. Et là, vous voyez un bataillon d'infanterie, puisque ces méthodes de combat à la Suisse vont avoir évidemment une énorme influence sur la conduite de la guerre en Europe. Les Allemands vont également constituer leur propre corps d'infanterie, qu'on appelle les Lansquenets, donc ils vont être les rivaux en matière de mercenariat des Suisses, et qui, comme eux, combattent donc avec des corps constitués à moitié de piquiers et de hallebardiers. Voilà. Ce sont ces fantassins suisses armés de piques que François Ier, roi chevalier s'il en est, va devoir affronter. On voit là que le prestige de la chevalerie n'est pas mort, puisqu'effectivement les hommes d'armes et les compagnons de François Ier combattent à cheval, sauf qu'ils ne combattent plus seuls. C'est-à-dire que là, pour le coup, François Ier va savoir très particulièrement s'appuyer sur son artillerie pour disloquer ses bataillons d'infanterie avant que les cavaliers français ne chargent donc dans les brèches ainsi ménagées par l'arme moderne. Donc le prestige de la cavalerie s'est maintenu en quelque sorte, mais a été très pragmatiquement aménagé grâce au recours à des armes nouvelles qui permettent de contrebalancer l'efficacité de ces corps d'infanterie qui sont devenus incontournables sur les champs de bataille, notamment des guerres d'Italie. Alors cette période, donc au début du XVIe siècle, correspond aussi à la période où l'armure ou le harnois blanc qu'évoquait Valérie Toureille tout à l'heure arrive littéralement à sa perfection, puisque ce qui montre toujours le prestige, le maintien du prestige de la chevalerie, puisque vous voyez là un exemple de ces armures milanaises du début du XVIe, qui sont idéalement articulées, moulées très précisément sur le corps du combattant, réalisées sur mesure, qui atteignent aussi, il faut le dire, des merveilles en matière d'élégance et d'ergonomie. Donc, puisque la notion d'élégance également n'est pas du tout accessoire pour cette caste privilégiée qui fait usage de ce genre d'équipements qui sont extrêmement coûteux, puisque pour vous donner une idée, le prix d'une armure équivaut à peu près à 1 an de salaire d'un artisan spécialisé. Donc ces pièces que vous pouvez voir actuellement en nombre assez important dans le vitrine du musée de l'armée, par exemple, correspondent vraiment à l'élite, si vous voulez, à l'élite des combattants qui avaient les moyens de s'offrir des pièces comparables qui étaient façonnées très strictement à leur mesure. Et de la même façon, là vous voyez donc les compagnons de Louis XII équipés donc au moment des guerres d'Italie. On a aussi le souci de continuer à protéger les chevaux. Les armures équestres utilisées à cette période, alors qu'on les utilisait moins au XVe siècle, sont des armures qui sont essentiellement composées de cuir durci et peint, abondamment peint. C'est ce que porte Louis XII sur cette célèbre enluminure de Bourdichon. Et nous nous sommes amusés dans l'exposition encore ouverte pour quelques jours, donc au-dessus de nous, à reconstituer un de ces équipements, puisque nous avions la chance d'avoir dans nos collections quelques fragments de ces armures équestres de cuir qui sont aujourd'hui devenues rarissimes, donc que nous avons pu mettre en parallèle de Plumet compris, je dirais, avec l'enluminure de Bourdichon. On trouve évidemment ces armures de chevaux en métal qui semblent, ceci dit, avoir davantage été utilisées pour l'apparat ou les tournois que réellement pour la guerre, bien que l'iconographie les montre souvent au combat et bien que certains textes, certaines chroniques, notamment en France, indiquent, nous sommes au milieu du XVIe siècle, que la compagnie de Monsieur Untel était équipée de bardes en métal à l'ancienne, on précise bien à l'ancienne, pour bien préciser que c'est un phénomène déjà archaïsant en quelque sorte, et que l'on admire fort la belle tenue de sa compagnie. Brantôme notamment fait plusieurs mentions de ses capitaines qui se présentent avec des compagnies entièrement bardées de métal, ce qui impressionne fort les contemporains. Je vous montre un autre exemple qui vous montre la puissance de cette chevalerie cuirassée donc du début du XVIe siècle avec la célèbre armure équestre d'Otto-Henri. Bon, Otto-Henri qui, compte tenu de son poids, était un prince condamné à une certaine débonnaire,té, je dirais, mais qui, comme tous les princes de son temps, avait une armurerie tout à fait prestigieuse et adaptée à sa morphologie et avec évidemment de quoi équiper ses montures. Voilà. En dehors de la pratique donc d'utilisation de plus en plus importante de l'infanterie sur les champs de bataille, avec notamment ce rôle de la pique et de la hallebarde contre les cavaliers, il y a évidemment une autre arme qui se répand, qui est l'arme à feu individuelle.
Et ce sont les Espagnols qui vont les premiers comprendre l'utilité d'équiper des corps d'arquebusiers qui sont à la fois extrêmement mobiles, puisque ce sont des hommes qui sont peu cuirassés, qui fonctionnent par petites unités extrêmement mobiles et qui vont donner beaucoup de fil à retordre aux Français au moment où l'Espagne intervient sur les champs de bataille des guerres d'Italie. Là, je vous montre un extrait de ces tapisseries réalisées donc après la bataille de Pavie, où ce sont justement les arquebusiers espagnols de Pescara, du marquis de Pescara, qui ont pris à revers la cavalerie française et qui ont fait vraiment des dégâts, disloquant la cavalerie française, donc, et étant certainement pour une grande partie responsable du désastre qu'ont subi les Français et leurs souverains, donc capturés donc à la tête de ces troupes lors de la bataille de Pavie en 1525. Voilà, je vous montre une de ces pièces, une de ces arquebuses, donc, qui sont encore des armes de relativement petit calibre, assez courtes, donc relativement maniables, qu'utilisent ces compagnies d'arquebusiers, que l'on appelle d'un terme assez joli d'ailleurs à cette époque, on les appelle les enfants perdus, parce qu'ils ont un rôle un petit peu en marge de l'armée, c'est-à-dire qu'en gros, ils jouent le rôle de ce qu'on appellerait aujourd'hui les commandos, en quelque sorte, avec des opérations de harcèlement qui se font au-delà du front et au-delà de l'ordonnance régulière du reste de l'armée à laquelle ils appartiennent. Voilà. Les guerres d'Italie sont également l'occasion pour les chevaliers, pour les hommes d'armes à cheval, qui conservent leur prestige et leur utilisation tactique traditionnelle, de s'affronter à d'autres types de cavaliers qui, eux, sont des cavaliers mercenaires en général recrutés par un certain nombre de nations pour des opérations de harcèlement, des opérations de petites guerres, comme on les appellerait au XVIIIe siècle, et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Lors de la première campagne d'Italie, donc menée par Charles VIII en 1494, les Français se retrouvent en butte à des cavaliers assez étranges, d'allure un peu orientale, que l'on appelait en France les Albanais, que les Vénitiens qui les employaient appelaient les estradios, qui sont en fait des cavaliers originaires d'Europe centrale, qui étaient habillés avec des cafetans matelassés, des chapeaux haute forme, qu'on va appeler d'ailleurs les feutres albanais, et ces cavaliers, donc armés à la légère, vont piller les bagages de l'armée française. Vous les voyez ici en action, donc au moment de la retraite de Fornoux, en train de s'attaquer aux bagages de l'armée française avec leurs tenues caractéristiques, leurs cheveux longs, leur barbe, leur chapeau haute forme et leurs cafetans matelassés. Voilà. Alors, ces cavaliers avaient des équivalents dans un certain nombre d'armées européennes. Les Espagnols avaient constitué des corps de génétaires, qui étaient en fait des cavaliers légers, également faiblement cuirassés, qui maniaient qui avaient des chevaux qui étaient les genêts d'Espagne, qui étaient des chevaux petits, qu'ils montaient en général avec des étrivières raccourcies, donc avec une équitation très particulière, avec des petites javelines, qui étaient tout à fait remarquables dans le harcèlement des convois, dans le harcèlement un petit peu en dehors de la marche des armées. On trouve également ceux qu'on appelait les Croates, c'est-à-dire tous ces soldats originaires d'Europe centrale qui vendaient leurs services donc, aux nations européennes et souvent aux cités italiennes. On va constituer des corps d'arquebusiers à cheval que l'on appelle les argoulets, également les pistoliers, enfin bref, tous ces corps de cavalerie légère qui vont en fait être très 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 en faveur à partir du début du XVIe siècle. Et ces corps de cavalerie légère vont être considérés comme un petit peu à l'origine de la décadence de la chevalerie noble, de la chevalerie cuirassée, de la chevalerie combattant à la lance. Cette décadence est une décadence, je dirais, totalement assumée. Alors, je vous montre là une autre représentation, c'est une estampe d'Ursgraf, où vous voyez justement, c'est la fin de la bataille de Marignan, où vous voyez les guerriers suisses, les fantassins suisses, qui s'attaquent ici, qui sont attaqués par les cavaliers, les fameux estradios, justement, de l'armée vénitienne qui sont intervenus le deuxième jour de Marignan et dont l'apparition sur le champ de bataille a découragé finalement les Suisses qui ont alors décroché et retraité en bon ordre. Voilà. Là, vous voyez cette estampe suisse où vous voyez les estradios, ici, qui attaquent au galop donc les Suisses en train de retraiter. Voilà. Voici un de ces chevaux légers, donc légèrement armés, avec une armure souvent incomplète, c'est-à-dire qu'ils se débarrassent souvent des armures de jambes. Ils portent en général des casques ouverts, qui sont les bourguignottes, qui révèlent le visage. Donc combattre à la lance, évidemment, est assez difficile avec ce genre d'équipement, surtout que quand on combat à la lance, on vise en général la tête de son adversaire. Donc il faut avoir un casque fermé qui sert de déflecteur de coups. Ce n'est pas le cas avec la bourguignotte. Vous voyez une de ces bourguignottes ici, donc assez amusante parce qu'elle a un visage humain en plus qui est sur le masque amovible de cette pièce.
Voilà. Et on porte en général, ces cavaliers légers portent des demi-armures, donc qui vont influencer même la panoplie guerrière de l'aristocratie, parce que les princes eux-mêmes ne dédaignent pas combattre en chevaux légers. Et dans les garnitures, qui sont ces espèces de grands ensembles d'armures, de grandes garde-robes, si vous voulez, militaires, que se constituent les princes, vous avez une armure de guerre, un certain nombre de pièces optionnelles qui servent à adapter cette armure à différents types de tournois, et vous avez souvent une armure plus légère, à la façon des chevaux légers, que vont porter les princes avec une certaine faveur, en réalité. C'est-à-dire qu'ils vont adopter eux-mêmes ce mode de combat plus léger, moins traditionnel, disons, que le combat à la lance en chevalier, en quelque sorte. Là, vous avez un ensemble qui provient d'une grande garniture réalisée pour un comte palatin qui est Wolfgang de Zweibrücken-Velden. Il se trouve que nous avons dans nos collections les éléments de son armure qui correspondent à cette action en tant que chevau léger. Le reste de la garniture est à l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Et Zweibrücken-Velden va d'ailleurs servir en France pendant les guerres de religion au service des protestants avec des corps de reîtres qui sont ces cavaliers légers qui sont équipés avec une arme nouvelle dont je vais vous parler maintenant, qui est le pistolet. Charles Quint lui-même va lui-même porter l'armure de chevaux légers, donc cette armure plus légère. Là, vous le voyez sur ce célèbre portrait du Titien dans l'appareil qu'il portait lors de la bataille de Mühlberg, qui est je vais vous redonner la date, qui est une bataille qui a eu lieu en avril 1547, et il porte une armure, donc c'est une de ces armures de chevaux légers, avec notamment une absence de harnois de jambe, donc qui est très caractéristique, et un casque ouvert. Et vous voyez que à sa selle pend un accessoire nouveau à cette époque, qui est le pistolet, puisque les cavaliers eux-mêmes, et ça c'est vraiment une nouveauté, vont se doter d'armes à feu. D'armes à feu réalisées spécifiquement à leur attention, avec un mécanisme que l'on peut tirer à cheval, qui est le mécanisme à rouet, qui ne nécessite pas, comme les autres armes à feu, d'avoir une mèche enflammée sur soi, ce qui est toujours difficile à porter évidemment à cheval. Donc des armes prêtes au tir, en quelque sorte, que le cavalier porte généralement en 2 exemplaires, dans des fontes de part et d'autre de sa selle. Les premiers pistolets connus datent des années 1520 et à partir des années 1540, ça devient vraiment un accessoire dont tous les cavaliers vont s'équiper, au point que Henri II lui-même va édicter une ordonnance en 1549 obligeant tous les combattants qui accompagnent un homme d'armes, c'est-à-dire le chef de lance en fait, donc le cavalier lourd si vous voulez, à remplacer les arbalètes par des pistolets. Donc le pistolet devient une arme de cavalier, l'arme d'excellence du cavalier, et le feu, qui était jusque-là réservé à l'infanterie, devient donc également l'apanage du cavalier, avec un combat, je dirais, chez les théoriciens militaires, dont on trouvera des échos jusqu'au début du XVIIe siècle, entre la lance et le pistolet. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez en gros le corassier, celui qu'on va appeler le corassier, c'est-à-dire un cavalier équipé de pistolets, qui porte en général une armure de mauvaise qualité et qui monte également un cheval de mauvaise qualité, qui combat en escadron assez resserré. Et de l'autre côté, vous avez le lancier, qui lui monte un cheval de prix, une armure de belle qualité et qui combat à la lance, qui demande évidemment beaucoup plus d'entraînement et beaucoup plus d'exercice, à la fois pour l'homme et pour le cheval, que le combat au pistolet. Donc ce sont ces 2 conceptions guerrières qui vont s'opposer pendant tout le XVIe siècle et jusqu'au début du XVIIe siècle, avec, on doit le dire, souvent un avantage donné au corps de pistolier ou au corps de corassier, donc, ou au corps de reîtres, comme on les appelle, mais ça c'est le terme allemand qui est utilisé pour ces mercenaires germaniques qui ont particulièrement servi en France pendant les guerres de religion. Ces corps de reîtres, donc, qui manient avec dextérité le pistolet. Alors, je vous montre ici des pistolets illustres, puisque c'est un pistolet ayant appartenu à Charles Quint, qui lui-même ne dédaigne pas de s'équiper à la moderne. Voilà, voici l'allure de ces reîtres, donc, qui portent là en plus une petite arquebuse, et vous voyez que le reître a 2 pistolets, voire 3 pistolets sur lui, puisqu'il en a 2 dans des fontes à l'avant de sa selle et un 3e passé à la ceinture. Donc une puissance de feu tout de même assez importante. Voilà. Ici, vous avez une représentation de la bataille de Jarnac, où vous avez justement une illustration de ces reîtres au combat à côté des cavaliers, à côté des lanciers. Donc l'escadron de reîtres est à gauche, avec ses armures, qui sont en général des armures noircies, comme celles que je vous ai montrées, le pistolet au poing,
et de l'autre côté, les lanciers, donc les lances à la main, qui vont converger vers les armées protestantes. Là, c'est l'armée de Condé. Condé qui va d'ailleurs mourir d'un coup de pistolet au cours de cette bataille, donc en 1569, au cours de laquelle Condé est victime d'un coup de pistolet. Il n'avait pas été le seul, puisque quelques années auparavant, le connétable Anne de Montmorency avait été blessé lors de la bataille de Dreux par un coup de pistolet, et on a la chance de posséder dans nos collections à la fois la défense de tête montrant le résultat en quelque sorte du coup qu'il avait reçu, puisque là vous voyez la balle, la trou laissée par la balle. En fait, la balle est restée dans le métal du casque, elle n'a pas traversé. Le connétable s'en est sorti avec 2 dents cassées. Sa blessure a été quand même relativement légère. Ce qui est assez amusant, c'est que l'on a dans les estampes de Torteral et Périssin, on assiste à la scène. C'est-à-dire que vous voyez le connétable baisser d'un coup de pistolet ici, et nous avons la pièce donc correspondant à cet épisode militaire. C'est quand même assez exceptionnel. Voilà. Alors, le lancier donc continue évidemment même s'il est un petit peu, pourrait-on dire, réduit à l'inefficacité sur les champs de bataille du fait de la présence combinée des cavaliers équipés de pistolets d'un côté, des fantassins équipés de piques et de hallebardes de l'autre, et bientôt de mousquets. Le cavalier est donc réduit un petit peu à l'impuissance. Pourtant, l'armure continue à être portée de façon très régulière, avec quand même certains aménagements, notamment à partir de la seconde moitié du XVIe siècle. L'armure va avoir tendance à s'alléger. On abandonne de plus en plus, notamment le harnois de jambe, c'est-à-dire que l'armure, comme celle de François de Montmorency que vous avez sous les yeux, arrive aux genoux, et on porte en général des bottes donc souples en dessous sur les chevilles. Donc on se débarrasse peu à peu des pièces de l'armure. L'armure va cependant subir une évolution, et on pourrait dire une dégradation assez rapide. C'est que la puissance de feu des armées, fantassins et cavaliers compris, a énormément augmenté. Et donc, à partir des années 1540, on trouve de plus en plus dans les bons de commande, dans les commandes d'armure, la demande d'armure à l'épreuve, c'est-à-dire des armures renforcées qui sont capables de résister aux balles, notamment aux balles de mousquet. Là, je vous montre une armure qui n'est pas une armure de cavalier, qui est une armure de siège, mais qui est une armure ayant appartenu à Henri de Guise, qui date donc des années 1580, qui est une armure où vous voyez des traces d'impact sur le plastron. Alors, ce ne sont pas des impacts reçus par Henri de Guise au combat, ce sont en fait ces balles d'épreuve qui sont tirées par l'armurier sur l'armure avant que l'armure ne soit livrée à son commanditaire, afin d'attester que l'armure est en mesure de résister effectivement à une balle de mousquet. Ça paraît assez laid de laisser comme ça des impacts très visibles sur une armure, mais c'est un petit peu le poisson de garantie, si vous voulez, pour être sûr que le client soit protégé par l'équipement qui va lui être livré. Cette nécessité d'avoir des armures à l'épreuve va entraîner un alourdissement assez remarquable de ces pièces, puisque jusque dans les années 1570, une armure complète de cavalier pèse à peu près 20 kg, c'est-à-dire le même poids qu'elle pesait à l'époque d'Azincourt, comme on vous l'a évoqué tout à l'heure. Et le surépaississement de ces pièces d'armure va obliger à monter à 25-30 kg pour un cavalier. Et dans des cas exceptionnels, pour des armures de combat à pied, des armures de siège comme celles que vous avez sous les yeux, on peut monter jusqu'à 40-45 kg. Ce qui sont des armures totalement inamovibles à cheval, si vous voulez. Mais les dernières armures, si vous voulez, les armures tardives, sont des armures qui sont infiniment plus lourdes du fait de ces nécessités qu'a le cavalier de se protéger des armes à feu, de celles que l'on portait donc ne serait-ce que jusqu'au milieu du XVIe siècle. L'art du batteur d'armure, même si l'armure est toujours portée au combat, va aussi décliner, c'est-à-dire que jusque-là, l'armure était aussi un accessoire militaire de très haut prix, qui était déterminé, dont la silhouette était déterminée aussi par la mode. L'armure, à la fin du XVIe siècle, devient un accessoire purement utilitaire, lourd, comme je vous le disais, fabriqué en général de façon relativement hâtive, et notamment, on va se dispenser de plus en plus de ce polissage très soigneux qui faisait le prix et qui était aussi très fastidieux à faire sur les armures, donc qui les transformait en harnois blanc. Donc, on va de plus en plus porter des armures noircies, qui permettent de protéger le métal de la corrosion. Et cette espèce d'enduit noirâtre dont on recouvre les armures permet de dissimuler aussi les traces d'outils du forgeron qui sont encore visibles. Quand vous regardez une de ces armures tardives de près, vous voyez encore toutes les traces de coups de marteau qui n'ont pas été effacées par le polissage. Et on simplifie de plus en plus, si vous voulez, la réalisation de ces armures pour en faire des accessoires uniquement utilitaires,
à vrai dire, relativement laid, il faut le savoir. Là, vous avez un exemple de ces armures de corassier, donc au tournant du XVIe et XVIIe siècle. Et à côté, vous avez la panoplie complète du cavalier, du corassier, armé non plus de la lance, mais uniquement du pistolet, donc d'après le traité de Wallhausen, dont on va parler tout de suite. Voilà justement. Alors Wallhausen appartient un peu. Jean-Jacques de Wallhausen a rédigé un traité, donc l'art militaire à cheval, qui est un traité qui a été extrêmement populaire en son temps. Et Wallhausen est un peu le tenant de l'ancienne école, si vous voulez, puisque lui, il défend en quelque sorte le lancier face au corassier, et défend le cavalier noble, mais il indique tout de suite les facteurs qui ont entraîné la disparition de ces lanciers, c'est-à-dire que il met en évidence le fait que le lancier doit monter un cheval de prix, puisque c'est un cheval qui doit répondre évidemment parfaitement aux sollicitations de son cavalier, donc c'est souvent un cheval éduqué, un cheval entraîné qui coûte cher, qui apprend à combattre en file, puisque le lancier doit charger en file pour que l'impact, si vous voulez, de la charge doit être efficace, alors que le corassier, quant à lui, peut... Et en plus, le lancier doit s'entraîner très régulièrement, donc évidemment, c'est un exercice de la guerre qui nécessite un entraînement constant et une certaine assiduité. Qui évidemment ne peut être l'apanage que d'une caste privilégiée, alors que le corassier, lui, est un gros garçon recruté qui peut être recruté tout à fait dans la bourgeoisie, qui a un cheval de faible prix et qui combat en escadron épais. Les corassiers s'appuient les uns sur les autres, si vous voulez, sans cette nécessité d'entraînement collectif et de maîtrise de soi et de maîtrise de sa monture que suscite le combat à cheval. On comprend effectivement que les corps de corassiers aient été privilégiés à la fin du XVIe siècle du fait et de la nécessité d'avoir des chevaux coûteux et de la nécessité d'avoir évidemment des combattants particulièrement entraînés. Voilà. Vous avez ici la panoplie du lancier, donc qui est encore utilisée au début du XVIIe siècle, avec donc un équipement qui n'est pas très différent en soi de celui du corassier. L'armure peut être un petit peu plus soignée, et avec la lance, donc qui continue à être un accessoire privilégié par Wallhausen, même si c'est un accessoire complètement obsolète. Les cavaliers font usage, ceci dit, à côté, tout en portant l'armure complète, font usage également d'autres types d'armes à feu, comme éventuellement des mousquetons ou des petites arquebuses légères que l'on peut apprendre à manier à cheval. Là, vous avez une estampe de Guen, donc Japote de Guen, qui montre un de ces cavaliers. Voilà. J'ai presque fini. La dernière armure à cheval complète réalisée, en fait, a été réalisée pour Louis XIII, et c'était vraiment un accessoire archaïsant, je dirais, dans les années 1630, au moment où elle a été réalisée. Elle est conservée dans nos collections. En réalité, pour équiper Louis XIII, eh bien, on a récupéré une ancienne armure de cavalier du XVe siècle que l'on a redécorée et complétée, de façon à ce que le roi soit doté d'une armure de cheval. Mais Louis XIII est certainement le dernier souverain à avoir porté l'armure complète, y compris son cheval. Donc, pas pour la guerre, pour un acte politique, pour des actes d'apparat, pour des entrées royales, etc. Et je vous montre là une armure de Louis XIII à gauche et une de ses dernières armures complètes de cavalier avant l'abandon de ces pièces. Donc vous voyez, ce sont des armures noircies, à la silhouette relativement disgracieuse, parsemées de rivets, car elles sont très influencées par les armures hongroises ou polonaises, donc que les combats de la guerre de 30 ans popularisent sur les champs de bataille de la guerre de 30 ans. Et ces armures vont être abandonnées au milieu du XVIIe siècle, donc pour un équipement beaucoup plus léger, et je finirai là-dessus, avec juste le buffletin, qui est cette veste de cuir, donc que l'on complète éventuellement par un casque et par un colletin, qui est le dernier vestige de l'armure, si vous voulez, qui va se maintenir en fait à travers le colletin porté par les officiers, donc jusqu'au XIXe siècle. Voilà, j'en finis là. Merci Olivier pour cet exposé très dense sur la guerre à cheval et son évolution entre le Moyen-Âge et le XVIe siècle. Je vais immédiatement demander aux intervenants s'ils ont des questions à vous poser. Chauviré. Alors Olivier, j'aurais peut-être deux remarques à faire, une question à poser, une question à laquelle, pour le fait, vraiment pas la réponse. Je me demandais si vous aviez des pistes. Alors, j'aurais voulu peut-être, à travers l'exposé de Valérie Toureille et le vôtre, mettre en exergue une sorte de récurrence et de permanence. C'est-à-dire qu'il semble qu'il soit très difficile pour une cavalerie de l'emporter face à une infanterie
lorsqu'elle est décidée à tenir ferme et lorsqu'elle a les moyens de la mettre et de la tenir à distance. Que cela soit par les pics, par les armes de jet comme l'arc, ou par les arquebuses. Si l'on ajoute en plus des retranchements ou des pieux plantés en terre, on a là des éléments qui se répondent à travers les siècles et qui montrent la difficulté qu'ont toujours les cavaliers face à ce genre d'obstacles. Et finalement, les victoires du grand capitaine dans les guerres d'Italie ressemblent d'une certaine manière à celles des Anglais dans la guerre de 100 ans. Si l'on change l'arc et qu'on le remplace par l'arquebuse, et si l'on enlève les pieux plantés dans les archets et qu'on met des retranchements, on arrive un petit peu à des éléments semblables. La deuxième idée, à travers votre exposé, c'est qu'il semble qu'il y ait une sorte d'économie générale des armes qui s'appuie sur la combinaison entre l'efficacité, entre la simplicité et l'effet de masse, la quantité. Et ce rapport s'établit toujours, j'ai l'impression, aux dépens de l'arme qui est la plus complexe à manier et qui nécessite un entraînement et un mode de vie très particulier. Donc c'est le cas de l'arc, contrairement à l'arbalète et à l'arquebuse. Finalement, l'arquebuse, qui est d'une fabrication complexe, s'avère d'un maniement relativement simple, beaucoup plus que l'arc en tout cas. Et il en va de même pour le couple pistolet-lance. Le pistolet a surtout à rouer et pour lui une sorte de petit mécanisme d'horlogerie, mais il est assez simple d'usage, alors que la lance de fabrication très simple nécessite au contraire un entraînement long et permanent. Donc on comprend mieux les raisons et les ressorts profonds qui font que la lance n'a pas pu tenir devant le pistolet et que finalement, peut-être la faible portée et l'efficacité limitée de cette arme en termes de précision ont pu être compensées par la quantité de pistoliers, de reîtres que l'on pouvait armer et monter avec ses chevaux de faible prix, et que finalement, comme le regrette Wallhausen, eh bien, ces quantités de lourdeaux, de gueux, armés de leurs pistoliers sur leur roncin de faible prix, on peut venir à bout des gentilshommes armés de la lance, à tel point que les gentilshommes eux-mêmes ont fini par adopter le pistolet. Pour en venir à ma question, justement, sur ces reîtres, je me posais la question de leur origine germanique. Pourquoi ces reîtres viennent-ils d'Allemagne? Pourquoi ces gentilshommes, puisque je pense qu'une partie des reîtres allemands étaient au départ gentilshommes, accompagnés de leurs valets. Pourquoi sont ces gentilshommes-là qui vont les premiers abandonner la lance et aborder ce type de tactique en formation massive basée sur l'usage du pistolet? Auriez-vous une piste alors là, effectivement, c'est un peu une colle. Il est certain qu'on a plusieurs cas, puisqu'on a, dans le contexte particulier, enfin, qui nous touche particulièrement des guerres de religion, il est certain qu'on a régulièrement ces interventions de membres, on peut dire, de la haute aristocratie germanique, puisque ce sont des comtes palatins comme Wolfgang de De Pont-Velden, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est le prince Casimir, qui est le fils de l'électeur palatin, également à la génération après, qui intervient à la tête de corps de mercenaires germaniques, donc en France, au service des protestants, enfin au service des protestants et des politiques, donc dans les années 70. Il est certain qu'ils ont... Alors, je pense que il y a eu effectivement cette mode de la petite guerre. Je pense que c'est aussi le fait que vous évoquiez de la facilité finalement de recruter des corps de cavaliers qui soient rapidement opérationnels avec un équipement de faible coût, des armures réalisées en série à Nuremberg, en gros, vraiment de façon industrielle, des pistolets à rouet, des chevaux de très faible prix. Ça permettait finalement de constituer à faible coût une force qui soit vendable en fait sur le terrain, je pense. Alors que évidemment, quand vous réunissez un corps de gentilshommes, vous devez des gratifications certainement bien supérieures, et elles sont peut-être moins concurrentielles
Surtout dans un contexte de mercenariat, on peut le dire. Enfin, je pense que les considérations économiques ont beaucoup joué et la nécessité, et ça on l'a un peu évoqué, vous l'avez réévoqué aussi, la nécessité d'avoir des chevaux formés, des chevaux bien entraînés, des chevaux de prix est vraiment l'élément rédhibitoire. C'est-à-dire que on a quand même l'impression qu'une grande partie de la décadence de l'aristocratie guerrière est liée à l'impossibilité pour elle de s'offrir des bons chevaux, en fait. Des bons chevaux, des chevaux qui répondent bien à la main et qui, du coup, permettent de mener cette guerre de l'élite dont Wallhausen regrette la disparition. Et je crois que la faillite économique de l'aristocratie, de toute façon, dans le courant du XVIe siècle, l'oblige aussi à changer ses méthodes de combat parce que elle doit se contenter de montures bas de gamme, quoi. Il faut l'avouer. C'était déjà le cas au XVe siècle, avec les gentilshommes ou les hommes d'armes qui ont accompagné Charles VII, qui étaient souvent mal montés et qui pleurent régulièrement auprès de leur maître pour avoir des remontes, des gratifications en chevaux pour remplacer les chevaux que régulièrement ils perdent sur le terrain. Je crois d'ailleurs que si les protestants ont été pendant les guerres de religion parmi les premiers à adopter le pistolet et à laisser la lance, c'est aussi pour la grande difficulté dans laquelle ils se trouvaient de trouver des lances et de s'équiper en lances également. Donc il y a effectivement une raison sans doute assez pragmatique, pratique et économique qui pousse derrière ces mécanismes militaires, notamment le cadre du marché du mercenariat, effectivement, est sans doute à étudier, oui. Et il ne faut pas oublier que là tout à l'heure je montrais Charles Quint pendant la bataille de Mühlberg. Même si les guerres de religion se sont terminées relativement tôt dans l'Empire, en fait, elles ont servi aussi de marchepied. Tous les États protestants, au moment de leur confrontation avec les Habsbourg, ont justement pu expérimenter ces corps de cavaliers, de pistoliers montés en quelque sorte, avant de pouvoir mettre ces corps de combattants, ces escadrons de cavaliers, à disposition des protestants français, notamment pendant la guerre de religion. Donc, et ce sont ces pistoliers que Charles Quint a eu à combattre et qu'il a finalement vaincu à Mühlberg, en réalité. Juste une remarque, on ne peut pas dire que la cavalerie se fait constamment défaire par l'infanterie. Ah non, lorsque... Oui. Rosbeck en particulier, oui. Il y a d'autres exemples. Les batailles, il est très difficile d'en tirer des constats généraux. Elles dépendent de trop d'éléments variables à chaque fois, qu'il s'agit effectivement des nombres des combattants, de la structure des deux armées, des armes engagées. Donc c'est quand même, il est impossible de faire un constat général. Je dirais que la grosse différence quand même qui apparaît au XVe siècle, dès la fin du XIVe siècle, c'est l'apparition de l'artillerie. C'est elle qui effectivement va changer la donne. Mais au-delà de ça, on peut pas dire que au XIVe et XVe siècle, la cavalerie est constamment mise en difficulté et qu'elle est encore fragile face à d'autres contingents. Il ne faut pas non plus oublier quand même que l'arbalète nécessite aussi une manipulation régulière. S'ils sont francs archers, c'est précisément parce que le roi dédouane, donc en particulier de la taille, ceux qui sont censés s'entraîner chaque semaine à l'arbalète. Donc c'est juste pour établir un petit peu l'équilibre. Quant à la question des piquiers, effectivement, qui se développent, alors c'est une question très intéressante, d'ailleurs, qu'il faudrait reprendre, à mon avis, avec les antiquisants, puis la sarisse jusqu'au piquier et au hallebardier. Vous avez montré la bataille de la Birse, effectivement, c'est pour le coup vraiment l'arme de ces paysans suisses, et Dieu sait qu'ils sont rudes. Peut-être que la pique s'est aussi développée en Allemagne parce qu'ils ont été confrontés avec ces piquiers suisses et qu'ils se sont adaptés. Voilà. C'est comme ça, souvent, qu'on améliore son outil militaire. C'est dans la confrontation et dans la défaite. Y a-t-il d'autres réactions ou questions parmi les intervenants? Alors, nous donnons la parole à la salle. Oui, est-ce que je peux poser une question un peu de philologie? Parce qu'on parle en français de chevalier et de cavalier. Et d'ailleurs, on trouve la même chose en allemand. Le Reiter, c'est le Reiter. Le chevalier, c'est le Ritter. Quand ces mots apparaissent, ils sont synonymes. Quand se dissocient-ils? Est-ce que vous avez une idée sur ce sujet? Dans le fond, on voit bien que, au fil du temps, on va avoir des cavaliers et non plus des chevaliers dans les régiments de cavalerie, dans les unités de cavalerie.
Mais à quel moment, est-ce que c'est à cette époque ou c'est plus tardif? Alors, effectivement, je m'étais posé la question alors, il y a longtemps, lorsque je rédigeais ma thèse, pour savoir à partir de quand on emploie le terme cavalerie en français. Il me semble que, je dirais bien pas avant la deuxième moitié du XVIe, dans un sens militaire. Le cavalerie, c'est François, reste encore de le. Ouais, c'est vrai que c'est assez tard parce qu'en fait, on désigne plutôt les combattants par leur équipement. On parle du lancier, on parle du corasse. Le corasse, c'est le corassier, en fait. On parle du pistolier. Et finalement, moi, j'ai l'impression que même le terme cavalier, dans l'acceptation militaire dans laquelle on l'entend aujourd'hui, finalement, c'est un terme qui s'impose, je pense, assez tard. Parce que même au XVIIe et XVIIIe, on parle du maître. Oui. Quand on parle à ces hommes, on parle d'un maître, messieurs les maîtres, on ne parle pas messieurs les cavaliers. Le terme cavalier, j'ai même l'impression que c'est un terme qui dans son acceptation, telle que vous pouvez l'entendre, et nous aussi d'ailleurs, finalement est un terme relativement récent. On emploie quand même le terme assez fréquemment, concurremment avec celui de maître au XVIIe siècle déjà. Donc je pense que c'est au XVIIe siècle que se fait la bascule et qu'on emploie le terme cavalier parce qu'on a déjà une généralisation, même s'il y a des spécifications, des spécificités qui se poursuivent, voire d'autres qui sont introduites au XVIIe siècle. On a, à côté des chevaux légers et des gendarmes, on a quand même les cavaliers. Enfin, dans les correspondances, dans les textes, on trouve la mention, mais pas avant, me semble-t-il. Oui. Je remonterai au Moyen-Âge et au latin. Le terme miles ne fait que distinguer celui qui combat à cheval, c'est le cavalier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la charge, symbolique, représentative, très forte, qui s'attache au chevalier, qui lui donne cette coloration-là. Mais à l'origine, c'est le même mot. Donc après, cette dissociation se fait plus tard, effectivement, au XVIe siècle. Mais à l'origine, il n'y a pas de différence. Disons que je pense que le terme reître, si vous voulez, est un terme qui ne en vrai qui n'a pas, en tout cas en allemand, qui ne suppose pas d'appartenance à une caste particulière. Ce qui n'est pas le cas de chevalier, évidemment. Là, vous faites partie d'une caste particulière. Là, le reître, c'est le cavalier lambda. C'est-à-dire... Alors après, le terme est francisé, évidemment, pour désigner ces mercenaires particuliers aux armures noircies que l'on voit particulièrement intervenir pendant la guerre de religion. Moi, je pense que là où le basculement est important, et Valérie Touraille en a parlé, c'est le moment où le terme homme d'armes remplace le terme chevalier. Je pense que là, il se joue vraiment quelque chose d'important. Homme d'armes qui va ensuite donner gendarme. Et c'est là que vraiment on sent que le statut du combattant noble à cheval est en train d'être attaqué. C'est-à-dire qu'on entre finalement presque dans un fonctionnement pré-régimentaire, en quelque sorte, avec l'homme d'armes, qui est rémunéré pour son service et ce n'est plus un service qui est un service qui fait partie du pacte féodal, en quelque sorte. Merci pour cet éclairage sémantique, terminologique. Nous vous demanderons de faire une question rapide et une réponse rapide pour qu'on fasse 5 minutes de pause. Oui, monsieur, vous avez montré tout à l'heure une gravure où l'on voyait des arbalétriers à cheval. Je me demande comment on pouvait recharger une arbalète à cheval. Et si ce n'est tirer un coup et reprendre une autre arme, je ne comprends pas bien l'efficacité qu'elle pouvait avoir. Ouais, non, je pense que l'iconographie, de toute façon, est un peu est d'abord apocryphe, puisque c'est une image qui date de la fin du XVe siècle et qui représente un épisode qui s'est déroulé vers le milieu du siècle. En plus, une représentation suisse. Je pense que c'est une ellipse, c'est-à-dire qu'en fait, ça correspond par contre à ces corps de combattants qui se déplacent à cheval. Tout comme d'ailleurs, ceci dit, il faut le noter, les archers anglais dans la dernière phase de la guerre de Cent Ans, c'est-à-dire que les archers qui interviennent dans les campagnes autour de la Normandie ou de la Guyenne dans les années 1450-53, c'est souvent des archers montés. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne tire pas non plus à l'arc à cheval, surtout pas avec un longbow. Là, c'est vraiment très compliqué. Mais ils se déplacent à cheval, en fait, pour continuer à marcher au rythme des armées, puisque c'est quand même le cheval
qui donne la cadence en quelque sorte, parce que c'est quand même le combattant noble qui donne la cadence. Et par contre, on descend évidemment de cheval pour combattre, que l'on soit arbalétrier ou que l'on soit archer. On a aussi des représentations médiévales qui sont assez loufoques, où on a des corps des soldats qui portent une escopette à cheval. Et enfin, tirer d'une arme à feu avec une mèche à la main à cheval, enfin, ça paraît complètement délirant. Merci. Donc nous faisons 5 minutes de pause, pas plus, de manière à avoir le temps suffisant pour entendre les développements ultérieurs sur la cavalerie au XVIIe et au XVIIIe siècle.